Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 54. Et je vous propose cette fois un exercice d'arithmétique assez étonnant, qui est le suivant, de démontrer le lemme d'Euclide, Euler. Et ce lemme s'énonce ainsi: un nombre pair n est parfait si et seulement si il s'écrit de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme 2 puissance p-1, le tout fois 2 puissance p moins 1, avec comme condition que 2 puissance p moins 1 soit un nombre premier. Bon. Alors c'est un exercice assez étonnant. Alors déjà, peut-être commençons par le commencement. Il doit y avoir un terme que vous connaissez peut-être, ou que vous ne connaissez pas du tout, qui est le fait de dire qu'un nombre est parfait. Alors, laissez-moi vous rappeler, ou en tout cas vous définir ce que ça veut dire avoir un nombre parfait. Un nombre n est parfait si et seulement si la somme de ses diviseurs positifs, je ne préciserai plus forcément positif si j'ai à réécrire cette somme plus tard dans les résolutions, et bien ça sera égal à 2 fois n. Une autre façon de dire, c'est de dire aussi que la somme des diviseurs stricts de n, donc supérieur ou égal à 0 mais plus petit strict à n, est égal à n. Voilà ce qu'est un nombre parfait. Alors un exemple peut-être. Le premier exemple de nombre parfait qui existe, c'est n égale 6. Si je fais la somme des diviseurs, on a 1, plus 2, plus 3, plus 6, et ça donne bien 12. Donc 6 est bien un nombre parfait. Bon voilà, alors déjà, voilà ce qu'est un nombre parfait. Alors un nombre parfait, c'est quand même assez étonnant, puisque ça fait bien des années qu'on étudie, enfin en tout cas que certains mathématiciens, notamment en théorie des nombres, peut étudier en tout cas ce genre de choses, et encore énormément de questions ouvertes. Il y a énormément de questions ouvertes, donc des questions qui ne sont pas encore résolues, qui peuvent parfois être étonnantes. Et notamment là, je vous demande de démontrer un résultat sur les nombres parfaits pairs. Il se trouve que pour les nombres parfaits impairs, on ne sait pour ainsi dire rien. Alors j'exagère en disant qu'on ne sait pour ainsi dire rien, mais en tout cas, on ne sait même pas si un nombre parfait impair existe ou non, par exemple. Voilà, ça, donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle et au jour à laquelle je mets cette vidéo, on n'a toujours aucune réponse quant à savoir s'il existe ou non un nombre parfait impair. Alors il y a des études qui ont été faites, bien évidemment, et 2-3 conditions qui ont pu être trouvées pour des conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes, qui peuvent nous aider à savoir, en tout cas à nous aider à chercher peut-être des nombres parfaits impairs s'il y en existe, ou peut-être des conditions qui peuvent essayer de montrer la non-existence. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a encore aucune preuve, donc c'est vraiment une question ouverte, il n'y a vraiment encore aucune preuve d'un nombre parfait, de l'existence ou de la non-existence d'un nombre parfait impair. Ça peut paraître assez étonnant, mais voilà, en effet, une première chose en théorie des nombres qui est assez surprenante. Un autre truc assez intéressant, c'est cette condition-là de prendre un 2 puissance p moins 1, où je demande à ce que 2 puissance p moins 1 soit un nombre premier. Ça peut paraître étonnant, mais en fait ce sont aussi des nombres qui ont été assez grandement étudiés, qui le sont peut-être encore en ce moment, toujours en théorie des nombres. Et ces nombres-là sont appelés les nombres de Mersenne. Alors de manière assez étonnante, Mersenne a introduit ces nombres aux alentours des années 1500-1600, donc aux environs du XVIe siècle, disons, alors que Euclide avait démontré le sens indirect, donc c'est-à-dire le fait que n s'écrive comme ça implique qu'on a un nombre parfait pair. Donc bon, évidemment il est pair, suivant certaines conditions, bien sûr. On pourrait se poser la question, si je mets p égale 1, est-ce que ça marche? Et vous vous rendrez compte que non. Mais la condition réciproque a déjà été démontrée par Euclide, et ce au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Donc il y a quasiment 2000 ans d'écart entre le moment où Euclide a étudié les nombres parfaits et s'est rendu compte qu'il y avait un certain intérêt à étudier des nombres qui s'écrivent comme ça, de puissance P-1, et la véritable introduction de ces nombres-là qui a été fait bien plus tard, donc comme je l'ai dit aux environs du XVIe siècle, par donc Mersenne. Et donc il y a également des questions ouvertes autour des nombres de Mersenne. Et une des questions ouvertes importantes, c'est la suivante. À quelles conditions est-ce que 2 puissance P-1 est premier? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'a pas de réponse. Alors certes, on a des conditions nécessaires, mais pas des conditions suffisantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une description complète de ce que peuvent être tous les nombres de Mersenne. Étonnamment d'ailleurs, on ne sait même pas s'il y a un nombre fini ou un nombre infini de nombres de Mersenne. Jusqu'à maintenant, on a été capable d'en trouver une cinquantaine, je crois 51 à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, et si ma mémoire est bonne. Mais, pour vous dire, on ne sait même pas s'il existe une infinité de nombres de Mersenne ou pas. Donc les nombres de Mersenne premiers, plus précisément, on ne sait pas s'il y en a une infinité ou pas. Okay. Alors il y a quand même une condition nécessaire qui pourrait vous venir à l'esprit, et qui se démontre de manière pas trop méchante, c'est le fait de dire que 2 puissance P-1 est premier, implique que P est premier. Ça oui, et c'est assez évident de s'en rendre compte si on suppose, si on cherche à montrer la contraposée, c'est-à-dire on suppose que P n'est pas premier, donc c'est écrit comme K fois L par exemple, et on essaie de découper cette... Alors il faut penser aux séries géométriques pour nous aider, mais on peut écrire 2 puissance KL-1 comme un produit de deux nombres en utilisant ces formules de... donc des formules de calcul de somme géométrique. Et en faisant ça, voilà, on aura directement un produit de deux entiers qui donne 2 puissance KL-1. Okay, je vous laisse y réfléchir, maintenant que j'ai dit ça, je vous laisse ça à faire, parce que si je devais m'attarder à essayer de faire ce genre de questions et tout ça, en plus de l'exercice que je dois faire ici, je pense que la vidéo serait trop longue. Donc je vous invite là à y réfléchir, c'est pas un exercice très difficile de montrer cette implication, mais par contre, la chose très étonnante, c'est que la réciproque est fausse. Et un exemple, un des premiers exemples de nombre de Mersenne non premier, qui pourtant a un exposant ici qui est premier, c'est 2 puissance 11 moins 1, qui se trouve être 2047, et c'est le produit de 23 avec 89. Donc oui, il ne suffit pas d'avoir un nombre premier en exposant ici pour pouvoir dire que ce nombre-là est un nombre premier. Quand même assez dingue. Et il y en a plein d'autres, des exemples. Je crois me souvenir qu'il y a 2 puissance 23 également qui marche et qui donne un nombre de Mersenne qui n'est pas premier. Il y en a peut-être d'autres, mais ça ne me vient pas à l'esprit. En tout cas, bon, il y en a un grand nombre. A priori, il y en a un grand nombre. Et donc, on ne sait même pas s'il existe une infinité ou un nombre fini de nombres de Mersenne premiers. Et donc, par conséquent, on ne sait pas s'il existe un nombre fini ou infini de nombres parfaits. Pairs, d'ailleurs. Et donc même de nombres parfaits tout court, puisqu'on ne sait même pas s'il existe des nombres impairs parfaits. Donc voilà. C'est quand même dingue. Donc voilà, il y a pas mal de questions ouvertes, assez intéressantes sur ce petit problème de juste trouver des nombres qui vérifient quand même une condition assez étonnante, que la somme de ces diviseurs stricts vale lui-même. C'est quand même assez étonnant comme condition. Mais une condition qui peut se poser quand même. Et sur cette condition, on n'arrive pas à dire grand-chose pour l'instant. En tout cas, c'est quand même ça. Il reste énormément de questions ouvertes autour de ces nombres parfaits et des nombres de Mersenne également. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, on va se poser maintenant sur cet exercice. Donc vraiment cet exercice qui est de caractériser tous les nombres pairs qui sont parfaits. Et donc de les caractériser à l'aide des nombres de Mersenne qui sont premiers. Okay.
Alors juste pour la petite histoire, Euclide, donc au 3e siècle avant Jésus-Christ, avait démontré le sens indirect. Donc il a étudié des choses comme ça, des 2 puissance P-1, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant même que Mersenne les introduise. Et bien des années plus tard, c'est Euler qui a démontré le sens direct. C'est-à-dire que si on a un nombre pair qui est parfait, alors ce nombre pair parfait doit s'écrire de cette manière, avec la condition que 2 puissance P-1 soit un nombre premier. Donc ça peut paraître assez étonnant, mais oui, en effet, ça a mis un très long chemin avant de pouvoir dire que ceci caractérise bien tous les nombres parfaits pairs. Alors, évidemment, il y a un sens qui va être assez facile à démontrer, et je vous invite à le faire en premier, évidemment. Et il y en a un autre qui est plus difficile, alors je dirais pas forcément bien plus difficile, mais plus difficile parce que ça va demander un petit peu de technique quand même. Un petit peu de technique d'arithmétique, qui peut être assez intéressante je pense, et c'est pour ça que je vous le propose en exocolle. D'autant plus qu'il y a quand même une très belle histoire autour de ces nombres parfaits que je voulais vous partager. Bon, et sans vous donner d'autres indications, comme d'habitude, je vous invite à y réfléchir par vous-même, à essayer de voir, à faire tourner votre imagination si vous voulez, à essayer de voir comment on peut démontrer cette chose, avant que je ne dise quoi que ce soit. Bien évidemment, pendant la résolution, je donnerai des idées, je donnerai des petites choses qu'on va démontrer, comme on le ferait en temps de colle, hein, bien sûr, mais je veux vous laisser un temps de réflexion pour vous, juste pour voir à quel point en fait cet exercice peut, a priori l'énoncé n'est pas si difficile, mais quand même peut amener à des difficultés si on s'y frotte vraiment. Donc je vous invite à faire une petite pause, comme d'habitude, avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution de cet exercice. Ok, alors on est parti. Et pour résoudre cet exercice, je vais introduire un petit lemme qui pourra être utile. Donc un petit truc technique qui va être très utile notamment dans le sens direct. Dans le sens indirect, je pense que si on y réfléchit un petit peu, faire le tour de tous les diviseurs de n, c'est pas très difficile. Mais ce lemme va être quand même très utile dans l'autre sens. Donc le lemme est le suivant, soit n et m deux entiers plus grands que 1, tel que n et m sont premiers entre eux. Donc le PGCD des deux entiers est égal à 1. Montrer que, eh bien si je fais sigma de n fois m, ça me fait penser que j'ai peut-être pas introduit la notation sigma, mais je vais l'introduire, est égal à sigma de n fois sigma de m. Et ce que j'appelle sigma de n, c'est exactement la somme des diviseurs que j'ai introduit tout à l'heure, la somme des diviseurs de n. D'accord. Donc là cette fois-ci je précise pas que d doit être positif, juste pour... Donc voilà, alors montrer cette identité-là, ce qui peut paraître surprenant, hein, je vous l'accorde, peut-être, hein, mais peut-être pas tant que ça, hein, puisqu'on travaille avec des choses arithmétiques, une fonction qui dépend des diviseurs. Pensez à d'autres fonctions qui dépendent des diviseurs, si vous en avez en tête. Par exemple, en tout cas je vous en donne, par exemple on peut penser à l'indicatrice de l'air, pardon. Donc l'indicatrice de l'air qui donne le nombre de diviseurs qui sont, le nombre d'entiers pardon qui sont compris entre 1 et n et qui sont premiers pardon avec n. On va y arriver. Hein. Donc voilà, donc l'indicatrice de l'air vérifie ce genre de propriété. On a également une histoire de PGCD qui vérifie ce genre de propriété. Donc c'est tout aussi utile. Et puis on a également peut-être la fonction de Mobius pour ceux qui en savent encore plus hein, sur tout ça. Et bien la fonction de Mobius c'est aussi une fonction qui vérifie cette propriété là. On dit que, dans ce cas là que sigma est une fonction multiplicative. Voilà pour le terme technique. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, je vous invite à faire à nouveau une petite pause pour essayer de démontrer ce lemme, hein, avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors démontrons ce lemme. Bon bah, pour prouver ce lemme, l'idée ça va être la chose suivante. Alors je vais directement écrire ce qu'on a envie de faire, puis une fois que j'aurai écrit ce qu'on a envie de faire, on va justifier. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est que si j'écris sigma de n fois m,
je sais que là, c'est la somme des grands delta qui divise n fois m de grand delta. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un diviseur de n fois m, ça peut s'écrire comme le produit d'un diviseur de n avec un diviseur de m. Alors, je vais faire ça, là je vais écrire ça, et là l'égalité qui va poser problème c'est celle-ci, et on y reviendra. Donc là j'écris juste ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai envie de dire que c'est la même chose que de prendre d qui divise n et delta qui divise m, et d'écrire à la place de grand delta d fois petit delta. Et une fois que j'ai écrit la somme comme ça, là pour avoir le produit c'est assez facile, hein. Vous voyez par vous-même que là on a affaire à un produit de deux sommes, hein. Ceci peut s'écrire somme pour d qui divise n de d fois somme delta qui divise m de delta, et du coup on conclut bien que c'est égal à sigma de n fois sigma de m. Ok? Donc on est d'accord que si cette égalité tient debout, on a terminé la résolution. Donc on a bien en effet le fait que la fonction sigma soit multiplicative. Bon, alors comment on montre cette égalité là? Comme je viens de le dire, j'aimerais bien pouvoir dire que n'importe quel diviseur de n fois m, peut s'écrire comme un diviseur de n fois un diviseur de m. Mais je ne vais pas dire juste ça, je vais ajouter que je veux en plus de ça que cette écriture soit unique. Ok? Eh bien, c'est ce que nous allons démontrer. Alors voilà la petite chose qu'on va montrer. Montrons que pour tout delta, grand delta qui divise n fois m, il existe un unique petit d et petit delta, un couple d'entiers naturellement nuls, tel que les conditions suivantes sont vérifiées. D divise n, delta divise m, et le produit fait grand delta. Ok. Bon, alors comment on peut montrer ça? Pour montrer ça, c'est pas très difficile. Suffit d'utiliser des choses concernant le PGCD. En effet, le PGCD, c'est quelque chose de multiplicatif également. C'est pas très difficile de s'en convaincre. En effet, si je fais le PGCD de n avec P fois le PGCD de n avec Q, et bien ça, c'est égal au PGCD de n avec PQ, bien sûr à condition, donc si P et Q sont premiers entre eux. Ok? Donc ça c'est quelque chose d'assez facile à démontrer, hein. Je vous laisse le soin d'essayer de le faire, hein. C'est un petit exercice d'arithmétique, rien de très méchant. Ok? Pour le faire, juste pour vous donner une façon de le faire, parce que c'est pas la seule façon de le faire, mais une façon de le faire, ça serait par exemple d'utiliser la décomposition en facteur premier de P, la décomposition en facteur premier de Q, et de remarquer que si vous voulez un diviseur de P fois Q, il faut choisir des facteurs premiers du côté de P et des facteurs premiers du côté de Q, ce qui vous donne bien ce qu'il faut. Donc si vous voulez le PGCD de n fois si vous voulez le PGCD de n avec P fois Q, il suffit de faire le minimum d'évaluation p-adique si on veut, hein, si on continue avec cette histoire de puissance. Il faut les minimums d'évaluation p-adique qu'il y a pour n et pour P d'un côté, puis pour n et pour Q de l'autre, puisque les facteurs premiers qui apparaissent pour P et pour Q sont différents, étant donné que, encore une fois, les deux valeurs ici sont premiers entre eux. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à démontrer. Hein, je viens de le faire à l'oral. Je vous invite à écrire 2-3 lignes, hein, et revenir en arrière s'il y a besoin de réentendre ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment pas très difficile à démontrer. Bon. Alors, maintenant que j'ai ça sous la main, c'est pas très difficile maintenant de se convaincre que grand delta, c'est le PGCD de grand delta avec n fois le PGCD de grand delta avec m. En effet, delta c'est la même chose que le PGCD de grand delta avec n fois m. Oui, parce que comme grand delta est un diviseur de n fois m, le PGCD d'un diviseur de n, de n'importe quel nombre, avec le nombre en question, ça donne toujours le diviseur en question. Donc là, delta, le PGCD de delta avec n fois m, ça donne delta. Et du coup, en utilisant cette propriété que je viens d'énoncer, on obtient ce résultat. Et on est d'accord que
le PGCD de delta avec m divise n, le PGCD de delta avec m divise m, et le produit des deux fait bien delta. Tout va bien. Donc on a l'existence. Reste l'unicité. Bon, pour montrer l'unicité, je vais le faire de manière assez classique. Même si la question d'unicité revient, la question d'unicité qui est ici et l'unicité qui est ici n'est pas très difficile à démontrer, mais je vais quand même le faire proprement, juste et de manière très classique. Donc si je veux montrer l'unicité, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais supposer qu'on a deux couples, et je vais montrer que ces deux couples doivent être égaux. Voilà. Alors, donc, on va faire l'unicité. Donc supposons qu'on ait D1 delta 1 égale D2 delta 2. Ok, alors si je suppose qu'on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que D2 divise D1 fois delta 1. Par exemple. On divise D1 fois delta 1. Mais, comme D2 est un diviseur, hein, on a supposé ça en même temps, hein, vous mettez les i où il faut, on sait que D2 divise n. Donc D2 est premier avec delta 1. Donc D2 est premier avec delta 1. Bon, le lemme de Gauss nous dit dans ces cas-là que D2 divise D1. De la même manière, on peut montrer que delta 2 divise delta 1. Ok. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, D2... Donc là, on a que D2 divise D1, delta 2 divise delta 1. Donc ça veut dire en particulier que D2 est inférieur ou égal à D1, et delta 2 est inférieur ou égal à D2, à delta 1, pardon. Et si l'une des deux inégalités est stricte, eh bien on n'a pas égalité. Hein. Or, on sait que D2 delta 2 est égal à D1 delta 1. Ceci nous impose à ce que les deux inégalités-là soient en fait des égalités. D2 égale D1 et delta 2 égale delta 1. Et voilà, ceci me prouve l'unicité. Donc maintenant que j'ai réussi à montrer que n'importe quel delta peut s'écrire comme produit de D fois delta de manière unique, eh bien ce que je viens d'écrire comme égalité ici est vrai. C'est juste une question de bijection. D'accord? Donc on a une bijection entre delta. Donc c'est une fonction en fait, si on veut. Je peux faire une fonction qui envoie grand delta vers le couple D delta. D'accord? Donc qui a un nombre qui est diviseur de n fois m associe un nombre qui est diviseur de n avec un autre qui est diviseur de m. Et voilà, donc la chose est terminée. Cette preuve peut vous faire penser au lemme chinois, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui s'en souviennent. Ça peut faire penser au lemme chinois, et je pense qu'il y a moyen de réécrire les choses pour utiliser le lemme chinois afin de démontrer ce que je viens d'écrire. Je pense qu'il y a moyen de le faire comme ça. Mais bon, là ici j'ai décidé de le faire autrement, de manière un peu plus élémentaire, pour permettre à un maximum de gens de comprendre ce que je suis en train de faire. Tout simplement. D'accord ? Mais sinon, en effet, je pourrais faire le lemme chinois, utiliser des congruences et tout ça, et ça marcherait très bien aussi. Bon voilà, on vient de démontrer le lemme. Très bien, super. Alors j'efface. Et donc voilà, j'affirme qu'une fois qu'on a montré le lemme, ça va être assez facile déjà de montrer le sens indirect. Encore plus facile que juste calculer tous les diviseurs. Même si encore une fois, calculer tous les diviseurs n'est pas quelque chose de si difficile. Hein, mais ça peut permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Donc maintenant, on va se lancer vraiment sur la règle. Donc ce lemme va être assez important, je le laisse pour l'instant au tableau. Et donc, faisons le sens indirect. Soit n qui s'écrit 2 puissance p moins 1 fois 2 puissance p moins 1 avec 2 puissance p moins 1 premier. Bon voilà. Alors du coup ça implique automatiquement que les deux nombres qui sont ici dans le produit sont premiers entre eux. Puisque là on a affaire à un nombre pair
Et là, on a affaire à un nombre impair. Ok. Encore une fois, on peut s'assurer que P ne peut pas être égal à 1. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec les nombres de Mersenne. Il faut que la puissance de P là-bas, ici, soit un nombre premier. Hein. Donc, je rappelle que cette condition-là implique que P est un nombre premier. Mais encore une fois, je le répète, la réciproque est fausse. Hein, d'accord. Donc, si on prend P un nombre premier, ça n'implique pas que ce truc-là est un nombre premier. Je vais donner un exemple plus tôt. Ok, alors bon, maintenant qu'on a ça, donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'en effet 2 puissance P moins 1 avec 2 puissance P moins 1, ça donne un PGCD qui vaut 1. Et donc on peut appliquer le résultat, sigma de n, ça va être sigma de 2 puissance P moins 1 fois sigma de 2 puissance P tout moins 1. Ok. Et donc maintenant, si je fais le calcul, ce que j'obtiens, c'est que ici, je fais le tour de tous les diviseurs de 2 puissance P moins 1, ce qui n'est pas très dur. Je dois faire 1 plus 2 carré, jusqu'à 2 puissance P moins 1. C'est une somme géométrique, rien de bien méchant. Ça me donne donc 2 puissance P moins 1 sur 2, donc sur 2 moins 1. Tout simplement sur 2 moins 1. Donc c'est-à-dire 2 puissance P moins 1. Ok, cool. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un nombre premier. Donc, si c'est un nombre premier, ça veut dire que lui, là, c'est 2 puissance P moins 1, donc c'est le nombre premier. Et puis, un autre diviseur du nombre premier, c'est 1. Donc, plus 1. Donc, ceci me donne 2 puissance P. Résultat des courses. On va prendre le mauve. Résultat des courses, eh bien on obtient 2 puissance P moins 1 fois 2 puissance P. Et ça, c'est bien égal à 2 fois N. Puisque si vous faites fois 2 à ce truc-là, on obtient bien ce que je viens d'écrire ici. Donc voilà. Donc ça, ce qu'on vient de faire, c'est pour ainsi dire la preuve qu'Euclide a faite. Même si Euclide, lui, a carrément développé tous les diviseurs qu'il y avait. Hein, et probablement que parmi vous, il y en a certains qui l'ont fait comme ça. Vous avez tout à fait raison et ça marche. D'accord. Donc voilà. Moi là je me permets d'utiliser le lemme parce que bon, c'est assez utile quand même. Ça permet de le voir une application déjà de lemme directement. Mais on va voir une autre application du lemme très importante dans l'autre sens. Donc là on vient de faire la partie facile. On va maintenant attaquer la partie difficile. Alors je vais effacer. Hop. Enfin, n'hésitez pas à faire demi-tour si je vais un peu vite en effaçant, des choses comme ça. Hein. Bien évidemment. Soit n un nombre parfait pair. Donc comme c'est un nombre parfait, on sait déjà que sigma de n, c'est égal à 2n. Bon, très bien. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un nombre pair. Donc comme c'est un nombre pair, ça veut dire que, or, n est un nombre pair. Donc ça veut dire que je peux écrire n comme étant égal à 2 puissance, disons pour l'instant 2 puissance p fois un certain autre entier qu'on peut appeler, je sais pas, par exemple, r. Voilà. Donc je peux l'écrire comme ça, avec P plus grand que 1 et R impair. Donc c'est-à-dire que la valeur de P en fait c'est tout simplement la valuation, si vous voulez c'est P, oui c'est tout simplement la valuation 2 adic de N. Si vous voulez, une façon de voir ça c'est juste dire que P c'est la valuation 2 adic de N. Bon voilà, très bien, ok. Alors maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'ai? Je peux écrire que sigma de N, et là qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser, étant donné que R est un nombre impair avec un nombre pair, si je fais le PGCD entre ces deux choses-là, eh bien le PGCD si je fais le PGCD entre un nombre impair et un nombre pair, ça donne toujours 1. D'accord? Donc ça veut dire que je peux utiliser le lemme là-haut. Et je l'utilise. Donc ceci me donne sigma de 2 puissance P fois sigma de R. Ok. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Eh bien j'ai 2 puissance P plus 1 fois R.
Pour l'instant, j'en suis là. Rien, pour l'instant, rien de trop méchant, mais j'en suis là. Très bien. Alors là, maintenant, sigma de 2 puissance P, je sais le calculer. On l'a calculé même tantôt. Avec 2 puissance P, je vais faire un québéquisme, tout va bien. Donc, bref. Donc du coup, 2 puissance... Ce sigma de 2 puissance P, ça va être tout simplement 2 puissance P plus 1 moins 1. Ça égale à 2 puissance P plus 1 fois R. Ok, très bien. Alors c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans le dur. Hein. Donc c'est là où on commence à voir la difficulté de l'exercice. Faut prendre un tout petit peu de temps. Donc là j'aimerais pouvoir dire quelque chose concernant R. Oui, voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, donc c'est ça le truc. Ce qu'on peut remarquer, c'est que de toute façon, ici c'est un nombre impair qu'on vient de faire intervenir par rapport au nombre qui est ici. Okay, donc on vient de faire intervenir un nombre impair par rapport au nombre qui est ici. Ce qui me permet d'affirmer que R, étant donné que je peux utiliser Gauss hein, si je veux, ça me permet d'affirmer que R va pouvoir s'écrire 2 puissance P plus 1 moins 1 fois un autre nombre qu'on peut appeler S. Donc, on sait que, de toute façon, bon, c'est pas très dur de s'en convaincre. Le PGCD de ces deux choses-là, ça vaut 1. Et donc, ça veut dire que 2 puissance P plus 1 moins 1 divise R. Donc on en est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que R peut s'écrire 2 puissance P plus 1 moins 1, le tout, fois S. Pour l'instant, j'en suis là. D'accord. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en faisant ça? Alors, ce qu'on obtient, c'est la chose suivante. Sigma de R est égal à 2, donc 2 puissance P plus 1 fois S. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise pour le moment? Pour le moment, tout va bien. Donc, ok. Donc, là, c'est juste une conséquence hein, du fait d'avoir écrit ça. D'accord? Donc le fait d'avoir écrit ça me permet d'écrire la chose suivante. Alors là, ça va être très astucieux ce qui va se passer maintenant. Ça va être très astucieux. Voilà, donc ça y est, c'est bon, ça me vient à l'esprit. Donc, ça va être très astucieux ce qui va se passer ici, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec la définition de sigma. En effet, la définition de sigma, là ce qu'on vient de faire comme calcul, c'est que on vient de se rendre compte qu'on a mis en avant un diviseur qui n'est pas trivial de R. C'est-à-dire que c'est pas R. Ça peut être 1 peut-être, hein, on ne sait pas encore. C'est la valeur S là que j'ai fait introduire. S est un diviseur de R. Et R est un diviseur de R aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sigma de R que j'ai écrit ici, je suis sûr de pouvoir dire qu'il est plus grand que 2 puissance, je vais pas trop vite, qu'il est plus grand que R plus S. Ok, je vous rappelle que ce sigma, c'était c'est écrit là-haut, mais c'est ici dans ce cas-là, c'est la somme des diviseurs de R. D'accord? C'est la somme des diviseurs de R. Et S est un diviseur de R, tout comme R est un diviseur de R. D'accord? Donc on se retrouve avec cette égalité-là, enfin cette inégalité-là, mais ce qui va être assez étonnant, c'est que cette inégalité-là va donner lieu à une égalité. En effet, le fait d'avoir R plus S, ça, R, je sais que ça s'écrit comme ça, donc je peux l'écrire. 2 puissance P plus 1 moins 1 fois S, plus S. Du coup, ceci me donne 2 puissance P plus 1 fois S. Et donc, vous vous rendez compte que sur toute la ligne là que j'ai fait d'inégalité, là, bon certes, d'accord, elle n'est pas très droite ma ligne, mais hop, sur tout ce que je viens d'écrire,
sur cette petite suite d'inégalités, on est parti d'un nombre, on est arrivé au même nombre. Ce qui me permet de conclure que sigma de R, c'est égal à R plus S. Donc je vais effacer une partie, et en fait là je vais réussir à conclure. Je vais arriver à la fin. Donc j'aimerais juste effacer une petite partie, et je vais effacer cette partie. Donc ce que je viens d'écrire en jaune me permet de dire que sigma de R est égal à R plus S. Et on se rend compte du coup que S n'a pas d'autre choix que d'être égal à 1. Car si S est plus grand que 1, alors S admet un autre diviseur qui est 1, par exemple. Alors 1 divise S, et 1 est différent de S, ce qui signifie que sigma de R va être plus grand ou égal à R plus S plus 1. D'accord? Puisque 1 est un diviseur de R, ça c'est clair. Et S est un diviseur de R. Donc ces termes-là, si S est différent de 1, ces termes-là doivent apparaître dans sigma de R. Mais vous vous rendez compte que si S est donc différent de 1, on a ça, et ça me dit que ça va être plus grand strict. 1R plus S. Contradiction. Et donc, mine de rien, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si S est un diviseur différent de 1, eh bien sigma R est strictement plus grand que R plus S. C'est ce qu'on vient de démontrer en fait. Et donc, conclusion. R. Alors, S. D'abord, première chose, S est égal à 1. D'accord? Et tout diviseur de R, c'est soit R, soit 1. Donc ça implique que le 2 puissance P plus 1 que j'ai écrit ici, moins 1, est premier. Ok, voilà. Voilà, donc du coup, on a terminé l'affaire. Hein. On vient de démontrer donc que N s'écrit 2 puissance P fois 2 puissance P plus 1 moins 1. Et donc on peut juste réindexer un tout petit peu, juste en changeant P par P moins 1. On se rend compte qu'on a donc bien, je voudrais l'écrire en jaune, 2 puissance P moins 1 fois 2 puissance P moins 1. Il suffit juste de réindexer de 1 pour arriver au bon résultat. Voilà. On peut réindexer de 1 étant donné que P était un nombre plus grand ou égal à 1, je vous rappelle. Donc de toute façon, faire remplacer P par P-1, c'est pas un problème du tout. Voilà. Ça permet juste d'uniformiser l'écriture. Mais qu'importe, en tout cas, on est arrivé à ce résultat qu'on peut écrire N comme une puissance de 2 fois un autre nombre qui dépend de cette puissance de 2 et cet autre nombre doit être un nombre premier. Donc, exactement comme c'était voulu. On vient de terminer donc la résolution de cet exercice. Bon voilà. J'espère que la résolution de cet exercice vous a plu. Donc voilà, je pense avoir pas grand chose d'autre à ajouter. Hein, et évidemment, je suis en pleine écriture de thèse, comme j'ai dit, j'ai démarré. Alors certes, j'écris pas la thèse en tant que telle, hein, mais je suis en train d'écrire un nouvel article de recherche qui va contribuer à ma thèse. Et donc on ne sait pas encore avec mon encadrant si l'écriture de thèse sera une écriture d'une thèse classique, où tout sera écrit proprement, etc., etc. Ou si ça sera une écriture de thèse par article, chose qui existe également, c'est-à-dire une écriture de thèse dans laquelle on fait une espèce de dossier, si on veut. Donc on introduit proprement les articles et on fait un dossier avec les différents articles écrits. Voilà, c'est ça, faire une thèse par article. Donc il existe deux types de thèses, soit une thèse par article, soit une thèse classique où on fait tout le tour, on fait toutes les démonstrations qu'il faut, etc., etc. Et à la suite de discussions avec mon encadrant, il semblait que ce serait mieux d'écrire un nouvel article plutôt que d'écrire directement la thèse proprement.
Donc là, je suis en pleine écriture d'un nouvel article qui est dans la continuation d'une certaine continuation, parce que c'est pas tout à fait la même continuation, mais quand même c'est une certaine continuation de ce que je vous ai raconté dans le coin recherche, saison 1. Donc c'est vraiment la continuation de ces travaux-là qui mène à un deuxième article en ce moment. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, ça dépend jusqu'à quand cette chaîne existera, hein, j'ai envie de dire aussi. Et puis ça dépend aussi jusqu'à quand j'aurai encore du temps à vous consacrer pour vous envoyer, pour vous faire des exercices et tout ça. Bien évidemment, ça dépendra de tout ça. Et puis ça dépendra aussi de à quelle vitesse cette banque d'exercices va se faire. Il y a beaucoup de paramètres en jeu, bien sûr. Vous vous en doutez, j'espère. Mais bon, voilà, on va faire au mieux. Et puis c'est tout. On va faire les exercices au fur et à mesure. Et voilà. Donc là, j'essaie de maintenir ce rythme d'une fois par semaine. Il se pourrait que certaines semaines, il n'y ait pas d'exercice. On verra bien. Mais en tout cas, bon, je vais essayer de proposer quand même du contenu chaque semaine encore. Et puis s'il y a un moment je ne peux pas, et je vous le dirai, vous serez au courant. Donc voilà, donc sinon ça veut dire que la vidéo peut être un peu en retard comme ça l'est en ce moment, hein. Normalement elle aurait dû sortir jeudi et finalement elle sort aujourd'hui parce que je ne la fais que maintenant, étant donné que je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi et donc pas eu beaucoup de temps aussi à consacrer pour la chaîne. Donc voilà, je pense avoir parlé de ce qu'il fallait parler. Donc sur ce, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît ou des choses comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par la vidéo ou les vidéos ou voire même le contenu de la chaîne, hein, n'hésitez pas à lui partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des retours à faire concernant cet exercice ou même d'autres exercices sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça motive encore davantage à donner des exercices, à continuer à avancer, puis même à avoir quelques échanges, c'est plutôt sympathique. De même, je l'ai déjà dit, mais je le redis, si vous avez des idées d'exercices à proposer, n'hésitez pas à les faire également en commentaire. Et je rappelle également que je ne chercherai pas à résoudre les exercices en commentaire, hein. C'est pas la peine de me demander est-ce que vous pouvez résoudre l'exercice s'il vous plaît pour moi en commentaire, non. Si vous voulez une résolution d'exercice juste pour vous, dans ce cas-là, venez envoyer des mails, ça sera beaucoup mieux. Et puis ça nous permettra peut-être ça me permettrait même juste de connaître un petit peu plus les personnes qui me posent des questions sur les exercices. Donc c'est quand même bien, et ça peut être intéressant. Donc voilà. Mais si par contre c'est pour proposer un exercice pour l'exo de colle, vous pouvez très bien juste le laisser en commentaire, ça fait également très plaisir. Mais voilà, je tiens juste à le rappeler parce que bon, voilà, il y a eu cette affaire-là pendant un petit temps. De m'envoyer un exercice en disant est-ce que vous pouvez m'aider pour cet exercice. Encore une fois, je ne vais pas résoudre les exercices dans les commentaires de chaque vidéo, hein, d'accord, parce que encore une fois je ne veux pas polluer les commentaires de chaque vidéo par d'autres choses qui n'ont aucun lien avec la vidéo. Donc, je pense que c'est normal et j'espère que vous me comprendrez. Donc si vous avez des questions sur des exercices et que vous voulez de l'aide pour certaines résolutions d'exercices et que vous ne savez pas à qui demander, n'hésitez pas, hein, il y a mon mail en tout cas, je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre. Et puis voilà, d'avoir des échanges, ça fait toujours plaisir. Bref, je suis en train de diverger sur d'autres sujets, bon bref, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc sur ce, portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine, et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien, à très bientôt, salut à tous.